Bienvenue donc dans cette deuxième partie de la première journée de l'Africa Place Marketing, un symposium qui est organisé par Casablanca Events et Animation autour justement du marketing territorial et sous la thématique tous acteurs d'hospitalité mais aussi d'attractivité des territoires. Je rappelle que nous sommes également en direct sur notre plateforme de streaming mais aussi sur les pages Facebook et Instagram ainsi que la chaîne YouTube de Oui Casablanca. Au cours de la matinée, nous avons donc pu ensemble découvrir le concept même du marketing territorial et ses différentes ramifications, mais aussi quels sont les instruments à mettre en place pour une mise à exécution de cette nouvelle démarche. Pourtant, selon vous, quels sont les facteurs clés de réussite de cette nouvelle démarche, surtout dans un monde qui évolue à vitesse grand V sous l'effet de cette crise sanitaire et économique? Et c'est tout l'objectif d'ailleurs de ce premier atelier qui sera consacré au levier de réussite du marketing territorial, mais aussi il y aura un partage des bonnes pratiques en la matière à travers l'intervention de nos différents intervenants. Donc, sans plus tarder, madame, monsieur, j'appelle madame Soumia Dana, directrice économie et emploi en charge de l'attractivité économique de la ville de Vitrolles pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Madame, bonjour, très heureux de vous accueillir sur le plateau de l'Africa Place Marketing. Donc, la parole est à vous et c'est à vous de gérer votre débat et d'appeler les intervenants. Merci. Merci, bonjour à tous. J'en profite pour remercier toute l'équipe des techniciens qui s'affairent à faire de cet événement une réussite. Et je suis ravie de faire cet exercice un peu pour la première fois, donc je vais vous demander votre indulgence. Je suis très contente donc, de recevoir des amis, des experts, des personnes qui viennent de loin pour témoigner de leur expérience, de leurs pratiques et essayer d'éclairer nos pratiques au quotidien également. Et donc sur cette question-là des facteurs clés de succès, au regard du contexte effectivement et de la crise, je pense qu'il convient de s'interroger d'abord sur les facteurs clés de succès immuables, ce qui constitue le fondement même d'une stratégie de marketing territorial réussie, de ceux qu'il revient à re-questionner aujourd'hui. Et c'est particulièrement ce deuxième point sur lequel nos intervenants vont partager leur expérience, peut-être même leurs doutes. Voilà pourquoi je vais commencer à appeler Damien Duport pour nous rejoindre. Donc, Damien, vous êtes directeur de l'agence Oula-Hop Genève, consultant en attractivité territoriale. Et après plusieurs années passées en agence de communication entre Paris et Lyon, vous avez travaillé à la direction marketing de destinations touristiques dans les Alpes françaises, notamment pour l'Aclusa ou pour la marque territoriale Annecy Mountains. Aujourd'hui, vous accompagnez des entreprises, des territoires français et internationaux dans leur transformation. Donc, au regard, vous avez rejoint depuis peu, cette année d'ailleurs, l'agence Oula-Hop, spécialiste entre autres des problématiques de promotion de territoire, et vous accompagnez de grands clients comme l'Office du tourisme de Paris, la Matanie au Québec, Only-Lyon, Annecy Mountains, pour ne citer que celle-ci. Je vous invite directement peut-être à prendre la parole et à nous dire ce que vous avez pu identifier. Je m'installe. On va peut-être appeler aussi les autres candidats. Excusez-moi. Je vais appeler les autres candidats. Nous avons en visio Madame Laurence Oulowski. Bonjour. Bonjour à vous, Laurence. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, Laurence, pour vous présenter, vous êtes aujourd'hui chef de projet marketing et événements à Choose Paris Région. Ces 5 dernières années, vous avez coordonné, piloté la présence francilienne dans les salons internationaux et notamment celui du MIPIM, qui est le marché international de l'immobilier à Cannes, pour le compte de Choose Paris Région, l'agence de l'attractivité de région Île-de-France qui accompagne des entreprises internationales dans leur implantation et dans leur développement en Île-de-France. Ce sera intéressant pour nous de vous entendre tout à l'heure sur l'expérience que vous vivez. On va accueillir également Monsieur Baba Ndiaye, que j'invite à nous rejoindre. Sous vos applaudissements, merci.
je vous en prie. Donc, vous êtes président du conseil départemental de Kaolack, Sénégal. Alors, au niveau de votre parcours qui est riche, je vais prendre appui sur mes notes parce que, à la lecture de votre parcours, je dois dire que j'étais assez impressionnée. Vous êtes aujourd'hui expert en management et développement durable, doctorant en relations internationales, merci, au CEDS de Paris. Vous occupez la fonction de président du conseil départemental de Kaolack depuis 2014, président du réseau sénégalais des collectivités territoriales du budget participatif depuis 2017. Vous êtes président du conseil de surveillance de l'Agence nationale des constructions des bâtiments et édifices publics depuis 2013 et président de la commission thématique jeunesse, formation culture et langue française de l'Association internationale des régions francophones depuis 2016. Distingué chevalier de l'Ordre national du Lion et 4 fois premier prix d'excellence du leadership local au Sénégal. Rien que pour ça, bravo. Nous allons également accueillir en distanciel Monsieur Mohamed Zerouali, qui se joindra à nous peut-être tout à l'heure lorsque la connexion sera faite. Bonjour madame. Ravi de vous entendre. Bienvenue parmi nous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup madame. Je suis désolée, je regarde très rapidement mes notes pour vous présenter. Donc, Monsieur Zerouali, vous êtes chef division partenariat région de l'Oriental et vous nous ferez part de votre expérience dans la conduite d'une démarche de marketing territorial depuis la collectivité que vous êtes, en étant dans ces démarches partenariales entre la région et le reste du territoire. Je vous propose qu'on démarre directement. Damien, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Parler d'attractivité territoriale, c'est parler de marketing territorial. L'attractivité touristique, c'est une grande part de notre travail, c'est une grande part de mon travail. C'est un peu aujourd'hui les tendances qu'on peut avoir dans ce secteur qui prend quand même une grande part de notre fonction à tous. Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît ? Donc le marketing territorial, représenté par l'attractivité touristique, en 2019, 10% du PIB mondial était généré par le tourisme, soit 4 000 milliards de dollars. Si on parle... J'aurais pas de présentation. Excusez-moi, j'essaye de mettre en place la présentation. Voilà, très bien. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ça vient, tout doucement, mais ça vient. C'est le début de l'après-midi, c'est pour ça même l'ordinateur se réveille un petit peu. Voilà. Pour vous parler simplement, le marketing territorial, c'est parler aussi de tourisme, c'est ma spécialité. J'ai passé 15 années à travailler pour les destinations de montagne dans les Alpes françaises. Parler de tourisme, donc c'est ça dont on parle, c'est aussi parler forcément des crises qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, outre la crise sanitaire, que l'on vit tous actuellement, nous avons surtout une crise écologique, une crise du climat, un dérèglement. Excusez-moi, je suis en train d'essayer d'appuyer, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouf. Oui, très lent. Une crise écologique, donc on ne peut pas parler de cette attractivité sans parler des crises que l'on vit actuellement, et notamment du réchauffement climatique, qui a un impact global estimé en 2100 entre plus 2 et plus 5 degrés. Réchauffement qui est en grande partie causé par notamment le tourisme.
8% des émissions de CO2 dans le monde sont produites à cause du tourisme. Différents facteurs, le principal étant le transport. On peut voir que ça a un impact sur tous les secteurs touristiques, notamment, décidément, il a du mal, celui qui pédale, il va y arriver, voilà. Notamment des réactions diverses entre volonté et réalité. Aujourd'hui, on peut voir qu'entre les volontés des clients, entre ce qu'ils veulent et effectivement ce qu'ils font dans la réalité, on peut voir qu'il y a un grand gap. On a une saturation et une dégradation des sites, une flambée des prix de l'immobilier, une conséquence néfaste pour l'environnement. Bref, les impacts sociaux et économiques sont multiples. On peut avoir donc, comme je vous le disais, des oppositions entre volonté et réalité, donc que vous pouvez avoir notamment entre le revenge travel et le flight shame. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le revenge travel, c'est arrivé après la première crise sanitaire. Les gens se disaient, quoi qu'il arrive, après avoir été confinés pendant quelques mois chez moi, sur un territoire ou sur un territoire restreint, quoi qu'il arrive, je vais partir et je vais aller voler dans n'importe quelle destination, peu importe la distance. En même temps, le flight shame qui est mis en place dans les pays nordiques, c'est la honte de prendre l'avion justement pour ne pas aggraver la hausse de CO2 via les transports. Des comportements aussi qui se superposent, donc le Wanderlust, c'est-à-dire je vais trouver la meilleure destination possible pour partir en vacances, et en même temps, on a le slow tourisme qui émerge, le slow tourisme avec les slow travelers qui prennent le temps justement de visiter. Donc on voit qu'il y a vraiment une opposition entre les volontés des gens de lutter contre ce dérèglement climatique et en même temps la réalité et les actions qu'eux veulent mettre en place. Donc là, je vais vous parler de destinations de montagne. Pourquoi? Alors je sais qu'on est à l'Africa Place Marketing. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, mais les destinations de montagne dans les Alpes françaises ou à Genève, autour de Genève, là où je travaille, ce sont des destinations qui vivent à 100% de l'économie touristique. Ce sont des destinations qui, historiquement, ont des sociétés, ont des habitants qui vivent de cette économie-là depuis plus de 40 ans et de manière... Ça fonctionne très bien, très très bien pour eux. Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Ça. Merci. C'est un exemple à surveiller. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont les premières impactées en Europe par le dérèglement climatique. Vous allez à Paris, vous allez à Lyon, vous allez à Londres, vous allez dans toutes ces cités urbaines, le dérèglement climatique, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, il ne fait pas partie de l'ambiance, il ne fait pas partie des discussions. Vous allez en montagne, à partir de ce qu'on a fait appeler à partir de 1100 mètres jusqu'à 3600 mètres, les destinations des Alpes françaises, le dérèglement climatique, c'est une réalité. C'est-à-dire que demain, en 2030, on sait qu'il n'y aura plus de neige en dessous de 1800 mètres. On sait que le ski, c'est chronique d'une mort annoncée. L'économie qui faisait vivre depuis 40 ans toute une population dans ces montagnes-là est vouée à changer de modèle économique. Donc c'est là où ça peut nous alerter et se dire peut-être ce ne sont pas les pionniers, mais ce sont les premiers impactés et eux qui vivent à 100% du tourisme, je rappelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres activités économiques à côté, ou alors à la marge, on peut avoir des destinations de moyenne montagne qui vivent à 20% d'agropastoralisme et à 80% de tourisme, mais tout le monde, tous les villageois, tous les habitants vivent de ce tourisme-là aujourd'hui qui est remis en cause. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette économie basée sur une seule saisonnalité, essentiellement sur l'hiver et sur une monoactivité. Si on peut revenir sur la slide avant, toujours, il n'y a pas de souci. Merci. C'est de se dire que c'est une monoactivité et une monosaison. Aujourd'hui, demain, comment on commence à repenser autrement une filière complète. Je ne parle pas juste d'une partie de l'activité touristique, on remet en cause tout le modèle qui impacte l'ensemble d'une population. Donc, on était, il y a quelque temps, en train de se dire qu'on allait sortir du tout-ski, parce qu'on voulait vendre la montagne en hiver, mais surtout en été, en disant bah, « venez en montagne en été, il y a d'autres choses à faire que faire du ski ». On vient de passer du sortir du tout-ski à sortir du tout-tourisme.
Donc repenser un modèle historique, c'est reprioriser les éléments d'attractivité. On en a parlé beaucoup ce matin, et je ne vais pas revenir parce que je n'ai pas non plus beaucoup de temps pour vous explorer le sujet, mais c'est déspécialiser les territoires de montagne. C'est-à-dire, le tourisme ne doit plus être l'alpha et l'oméga de l'activité dans ces territoires-là. Il faut rendre à nouveau les territoires attractifs, et c'est-à-dire rendre de nouveaux territoires attractifs, c'est pour les résidents essentiellement, ceux qui ont été des oubliés de la montagne pendant 40 années. On était sur le fait de faire venir le plus de clients possible, de faire venir les clients de plus loin. On avait même fait des communications en Inde, aux États-Unis, pour faire venir des clients. Aujourd'hui, l'essentiel, comme on l'a rappelé ce matin, comme on l'a vu avec Jean-Philippe, avec Lionel et tous les invités, c'est qu'en fait, il faut remettre l'essentiel sur les résidents. Les destinations de montagne, avec le prix de l'immobilier, il n'y a plus de services, il faut remettre en place des transports, il faut remettre en place des écoles, en fait, et rendre l'appartenance du territoire aux résidents recréera à terme des éléments d'attractivité touristique. Certes, moins importants qu'ils ne le sont actuellement, mais c'est une nouvelle façon de penser ce modèle. Donc on peut avoir différents types de réactions qu'on voit actuellement, et c'est un petit peu le but de mon discours maintenant, c'est de vous dire, allez regarder un petit peu ces destinations, pas parce que c'est du ski, à la rigueur, ils feraient une autre activité, ça ne serait pas important, c'est de savoir comment eux vont réagir. Et on voit deux types de réactions principales pour l'instant, c'est-à-dire on va avoir les attentistes opportunistes, ceux qui disent « moi, sur le transport, j'ai pas de solution, j'attends que demain, peut-être, il y ait des transports au propane ou qu'on m'amène une ligne de TGV. En attendant, moi, je vais rester sur mes positions. Je suis une destination de haute montagne, je peux continuer à offrir du ski, je sais que c'est pour un temps donné, mais je vais rester sur mon positionnement et je vais offrir ça à mes clients et je vais tirer sur la vache à lait le temps que je peux et on verra bien après. » Donc c'est ce que j'appelle un peu, oui, de l'attentisme opportuniste. Ils ne prennent pas de risques et ils confortent leur marché en sachant que les autres concurrents, justement, eux, sont passés en phase de transition. Et qu'est-ce que ça veut dire, les territoires en transition? Eh bien, c'est là où c'est la particularité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle pour l'instant. Il n'y a aucun modèle. Donc il y a des recherches, c'est des modèles de transition sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, même déjà certains qui ont mis sur 40 ans, en gardant plus ou moins en disant et en se posant les questions. Donc là, je suis là en train de vous dire un constat, je n'ai pas de solution et on n'en a toujours pas en montagne pour avoir un modèle pérenne, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'état de transition. Est-ce que c'est une transition radicale qui est faite par quelques-unes des destinations, disant du jour au lendemain, on arrête l'activité du tourisme, on change complètement, on va sur un tourisme sans ski, on démonte les remontées mécaniques, ou alors on va sur une transition, on dit on continue à faire du ski pendant 10 ans, mais ça veut dire qu'on accompagne ce mouvement, il y a de moins en moins de neige, je vous rappelle, donc on investit dans des canons à neige, des enneigeurs, comme on dit, excusez-moi, des enneigeurs artificiels pour produire une activité artificielle. On fait bien de la neige à Dubaï, on peut en faire dans les montagnes avec des températures positives. Donc voilà. Donc comment prioriser les multiples facteurs? Qui est-ce qu'on met en avant? Est-ce que ce sont les résidents qui sont vecteurs de cette transition? Qu'est-ce qu'on fait des clients, des socioprofessionnels? Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire, Soumia, ici, c'est que c'est des territoires à observer parce que ce sont les premiers impactés en Europe par cette crise écologique. Merci. Merci beaucoup. Alors, pendant ta présentation, on a eu le plaisir aussi d'avoir un intervenant qui nous a rejoint, donc Monsieur Malélé, directeur marketing Afrique du Sud, en visio, si on peut le saluer. Monsieur Malélé. Bon, peut-être qu'il nous rejoindra un petit peu plus tard dans la conférence en espérant qu'il nous écoute. Il est là? OK. I can hear you. Thank you. Hello. Good afternoon. Nice to have you with us. You're very welcome. My pleasure. Thank you. Donc on va poursuivre avec la deuxième intervenante, en visio également. Laurence Soulowski, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors Laurence, on a pu échanger quelque peu et vous m'aviez fait part de 4 points forts, 4 temps forts que je vous laisse développer, qui ont permis en fait dans le cadre du développement de vos projets
d'identifier clairement des étapes un peu en amont, je dirais, des conditions nécessaires pour réussir la démarche de votre projet et en faire une réussite. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Je vais vous partager mon écran. Alors, comme c'est un petit peu curieux, dites-moi si vous le voyez, parce que j'ai une visu qui est un peu particulière. Est-ce que le partage est bon. Le partage est bon. Le partage est bon. Ok, super. Donc oui, comme vous l'a dit Soumia, je suis donc chef de projet marketing et événementiel pour l'agence de l'attractivité Île-de-France Choose Paris Région. Et à ce titre, je coordonne la présence francilienne au MIPIM, qui est le marché international de l'immobilier à Cannes. Et c'est ce retour d'expérience que je voudrais partager avec vous et qui m'a permis, en toute humilité, d'identifier effectivement 4 facteurs clés qui, selon moi, nous a aidés à faire de cette opération, oui, on peut dire une réussite. Donc pour moi, le premier, vraiment, dites-moi si vous voyez mon écran, parce que je n'ai... Enfin, voilà, c'est bon. On voit très bien, c'est parfait. C'est parfait. Oui. Bon, allez, je déroule. C'est freestyle. Moi aussi, c'est une grande première pour moi. Donc le premier facteur clé de succès, selon moi, c'est vraiment la gouvernance. Il y a une volonté commune et forte de toutes les gouvernances, qu'elles soient institutionnelles et politiques, et qui a permis de rendre cette démarche possible. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument être visible à l'international. Il y a eu une vraie volonté. Et de ce jour-là, cette opération a pris un tour nouveau. Donc il y a un avant 2016 et un après 2016. Il y a un avant 2016 sans les gouvernances derrière nous et un après 2016 avec les gouvernances. Mais je vais développer après. Ensuite, un autre facteur de clé de succès qui me semble important, c'est une pédagogie, pas à pas, à vraiment avoir avec tous les exposants, parce que c'est quand même complexe. Il faut très rapidement vous dire que sous la présence francilienne, on a la région Île-de-France, on a la ville de Paris, on a la Société du Grand Paris, on a la métropole du Grand Paris, les établissements publics d'aménagement, les communautés d'agglomération, bref, le millefeuille français. Et donc, c'est pas facile d'emmener tout le monde au même endroit. Le troisième facteur que j'aurais identifié serait vraiment, justement par rapport à ça, un alignement de tous nos enjeux, de nos objectifs et de nos cibles. Et enfin, le quatrième facteur serait vraiment la définition de l'offre produit de chacun, et pour pouvoir après marketer cette offre produit de façon globale. Et ces 3 derniers facteurs, pour moi, c'est vraiment essentiel pour pérenniser la démarche. Donc, comme je vous disais, il y a un avant MIPIM et un après MIPIM 2016 qui est vraiment net. Et je voudrais, avant de développer ces 4 facteurs, vous faire un retour rapide en images pour vous montrer un peu ce que c'était ce MIPIM avant qu'on se coordonne tous ensemble. Donc, je défile des petites vues que j'ai récupérées des archives rapidement. C'est un salon qui existe depuis 30 ans, le MIPIM. Et donc, nous, on y est depuis le début, mais chacun exposait un peu de son côté. Et on a commencé à coordonner une présence francilienne il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, ensuite, dans les années 2000, on s'est organisé autour de 2 tentes qui étaient sur la croisette, la mythique croisette de Cannes. Il y avait d'un côté tous les établissements publics d'aménagement et de l'autre, il y avait tous les autres. Et puis, si on fait un constat sur toutes ces années passées, donc 25 ans, on s'aperçoit finalement qu'il y a très peu de choses en commun. On partage un même espace, on partage une même signalétique haute, et on partage une même région, l'appartenance à une même région, c'est tout. Pour le reste, chaque territoire a ses propres enjeux territoriaux, et du coup, de ces propres enjeux territoriaux en découle une stratégie territoriale avec des cibles et des objectifs propres. Et puis une mise en place d'une stratégie marketing propre, une ligne éditoriale propre et une identité graphique propre. Et donc tout ça fait que c'est un bougli-bougla assez inaudible parce que chacun y va de sa propre ligne de conduite. Et nous, en tant que coordonnateurs de ce projet, en fait, nos leviers sont vraiment très limités et donc on pouvait jouer éventuellement sur la multiplicité des couleurs de façon à ce que toutes les identités visuelles de tout le monde puissent s'intégrer dans le schéma global.
On jouait également avec la couleur rouge, qui est la couleur de l'immobilier, qui est une couleur qu'on retrouve beaucoup dans les logos de tout le monde pour essayer de faire effacer cette forêt de logos. On joue également aussi sur les règles d'exposition générale, en empêchant les uns et les autres de monter à plus de 2,50 m au niveau de leur cloison pour que les uns et les autres ne se phagocytent pas. Parce que c'était vraiment un peu le village gaulois, hein, pour être clair et net, pendant 25 ans. Et si je continue à dérouler un petit peu les vues, hein, qui représentaient notre salon, dans les dernières années, on a aussi essayé d'introduire l'idée du totem devant chaque stand, de façon à ce que tout le monde ait la même typo et que chaque nom de territoire soit identifié sous une même typo. Donc on est arrivé à une cohérence, on va dire visuelle, à peu près correcte, mais en termes de stratégie et en termes d'enjeux, etc., on était encore tous assez inaudibles. Et puis en 2015, à la fin de 2015, quand on a, à l'issue de cette dernière édition, il y a eu vraiment une prise de conscience de la région qui s'est emparée du sujet et puis qui a réuni toutes les instances, toutes les gouvernances, qu'elles soient politiques et institutionnelles, autour d'une même table en disant il faut qu'on arrête cet esprit de village gaulois et vraiment il faut qu'on montre un front uni à l'international pour être audible dans notre offre et pour pouvoir vraiment capter ces investissements internationaux et capter ces utilisateurs internationaux. Donc elle a invité à tous les acteurs franciliens à venir et à se regrouper sous une seule tente de 1000 mètres carrés. Tous les acteurs publics, là, je sais pas, il y a eu un miracle de Noël, c'était pas Noël, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire tout le monde s'est aligné derrière cette volonté, et donc tout le monde était d'accord, et du coup, on est parti sur l'idée d'exposer tous ensemble sous une seule tente, sous une même bannière, et une marque commune. Et ça, c'était vraiment une grande première. Et pour pouvoir s'organiser et que ce soit pérenne dans le temps, on s'est organisé en mode groupement de commandes. Et avec nous, l'agence de l'attractivité, comme coordonnateur et comme rôle de fédérateur et de locomotive, parce qu'il faut aussi ça pour qu'un projet fonctionne. Et donc en 2016, on a constitué ce groupement de commandes organisé autour d'un marché public. D'un côté, tout ce qui était scénographie, tente, et de l'autre, tout ce qui était communication et marketing. Et une convention de groupement de commandes nous liait tous ensemble, voilà, en donnant le rôle de coordonnateur à l'agence de l'attractivité. Et donc, j'en viens à mon deuxième de facteur d'attractivité identifié. Fort de ce soutien au plus haut, eh bien, nous, les équipes opérationnelles, on a pu initier cette opération et mettre tout en œuvre et débuter cette pédagogie step by step auprès des territoires pour pérenniser l'opération. Donc chaque année, pas après pas, c'était plus des pas de souris comme on avait avant 2016, hein, vraiment pas, mais là juste des pas normaux et des fois même des pas de géants, parce qu'en l'espace de 5 ans, on a réussi, contre les 25 ans qui venaient de s'écouler, à exposer dans un seul endroit sous 1000 mètres carrés de tente, avoir une marque ombrelle, United Grand Paris. Donc c'est à la fois un clin d'œil avec les JOP qui arrivent en 2024 à Paris et en même temps pour dire on est tous unis ensemble. Une charte graphique commune. Tous les supports de communication en anglais, ça paraît c'était une première, hein, parce que tout le monde s'exprimait soit en français, soit en anglais. La création d'un espace central vitrine de l'Île-de-France, ça a été un grand pas en avant en 2018, et ce qui nous a permis d'introduire une autre lecture de notre tente, non plus sous un angle territorial, mais sous un angle produit. Et pour pouvoir structurer cette approche produit, on a créé une segmentation marketing commune, des opérations de marketing, de communication déclinées sur cette segmentation, et on a créé également une task force commerciale. Tout ça, c'était inexistant avant, donc c'est vraiment des grandes avancées. Et là, plus récemment, pour s'adapter à la crise sanitaire, on a aussi changé notre mode de fonctionnement au profit d'une communication au long cours, non plus strictement événementielle, juste pendant le meeting, un petit peu avant, un petit peu après, mais vraiment avec une ligne éditoriale commune. On a communiqué toute l'année, ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça, et avec la vraie volonté de bâtir une communauté internationale autour de l'immobilier, qui a de la production de contenu à valeur ajoutée et centrée sur les opportunités de marché. Et enfin, pour rendre tout cela tenable dans le temps,
il n'y a pas de secret, il faut que les uns et les autres s'y retrouvent. Si les exposants ne se retrouvent pas dans cette exposition, ne se retrouvent pas dans ce qu'on a défini, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on on travaille au long cours, c'est un dossier qui dure toute l'année, on ne le referme jamais, on les écoute, on les accompagne pour essayer d'aligner leurs enjeux, leurs objectifs, leurs cibles, définir leur offre produit pour la marketer ensuite de façon plus globale. Et tout ça, on le fait via des rendez-vous bilatéraux, on le fait via des comités de pilotage mensuels pour pouvoir valider les cibles et les objectifs prioritaires, pour identifier l'offre produit de chaque exposant, pour affiner la segmentation pour un marketing direct plus fin sur les cibles identifiées. Et puis, on construit ensemble des argumentaires marketing et les animations qui en découlent. Bref, vous l'aurez compris, on est vraiment sur un mode de fonctionnement extrêmement collégial, un mode de fonctionnement et de décision très collégial, ce qui n'est pas simple tous les jours, je vous le garantis. Voilà. Et enfin, on a une équipe dédiée, Choose Paris Région, qui permet de mettre en lien les projets d'implantation avec les territoires les plus adaptés à les recevoir. Voilà, et je voulais terminer, parce que je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer ce que ça aurait dû être en 2020 et ce que ça va être en 2022, notre exposition de demain, donc United Grand Paris. Je passe très rapidement quelques vues de notre future exposition et donc on sera tous là-bas en mars 2022, je l'espère. Et vous voyez donc ce fameux espace central et cette cohérence graphique sous notre tente, et puis derrière tout un travail de fond qui fait que cette opération était rendue possible. Je vous remercie. Merci à vous, Laurence. On aura compris au travers de votre exemple qu'effectivement, quand il y a une multiplication d'acteurs... n'est pas activée. Quand il y a une multiplication d'acteurs comme ceci, comme c'est le cas pour vous, et face aux millefeuilles territoriales que vous citiez, l'accompagnement à l'année est vraiment un des facteurs clés essentiels pour passer, comme vous le précisiez, plutôt d'une démarche marketing de l'offre produit avec une entrée produit et non pas une entrée territoire. Donc c'est aussi, c'est peut-être inspirant aussi pour certains territoires de voir comment est-ce que vous avez fonctionné. La question de la collégialité et de la conduite de projets complexes, multiples, c'est aussi une de vos forces, Baba. Si vous permettez, je vous passe la parole pour présenter votre démarche. Merci. Merci. Je voudrais me réjouir d'avoir prendre part à cet important événement, cette invitation de Casablanca Events, que je voudrais remercier au passage. Prendre la parole après d'éminents intervenants ce matin sur les questions de concepts qui ont été battus en brèche et transversalement ne me semble pas être une charge facile, mais ici, au niveau de Kaolack, nous avons travaillé non de façon générale sur le marché territorial, mais sur un secteur bien déterminé qui est le sel. Et tout est parti, effectivement, de 2015 d'une convention de partenariat avec la région orientale du Maroc sur le coaching territorial, qui nous a permis de commencer à voir nos différents secteurs au niveau du territoire. C'est ainsi que nous avons constaté que le sel artisanal, qui est une activité très ancienne, qui se développe à Kaolack depuis 1914. Quand on parle de 1914, il y a eu l'installation française avec deux nouvelles sociétés, la société des Salins Sine Saloum et la société Sel du Saloum depuis 2011. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas l'organisation de ces deux sociétés, mais c'est surtout par rapport à l'exploitation du sel artisanal où des milliers de personnes, chaque jour, vont vers la mer qu'on appelle le Saloum, le bras de mer, pour pouvoir extraire du sel, dans des conditions extrêmement difficiles, sans aucune organisation auparavant, sans aucun appui des institutions, que ce soit les comités tutoriales ou bien des institutions commerciales, sans aucune possibilité d'accéder au financement pour avoir des équipements assez corrects pour faire le travail. Donc nous sommes beaucoup plus intéressés, cette couche extrêmement importante, que nous avions compris que ce secteur pourrait être développé davantage au profit des artisans, mais également au profit du territoire de Kaolack.
Vous avez vu un peu les conditions dans lesquelles ils travaillaient, donc c'est des conditions très rudimentaires, extrêmement difficiles. Donc en 2018, avec la mise en place du centre de coaching territorial, qui est un fruit de coopération multi-acteurs entre la région de l'oriental du Maroc, l'agence de développement de l'oriental, site et gouvernements locaux unis d'Afrique, nous avons mis en place le premier centre de coaching territorial en Afrique saharienne. Fort de cet état, nous avons dit que le premier secteur sur lequel nous avons travaillé va être effectivement le secteur du sel artisanal. Cette politique, donc, comme je dis, est axée sur deux axes. La première phase, c'est le branding, qui nous permettra plus tard de voir un peu comment nous avons travaillé pour arriver à trouver des solutions à un secteur qui était déjà dit pauvre, abandonné par tout le monde. Les outils qui ont été utilisés, donc, mercatiques pour le branding sont les suivants. Donc, par le biais de la saliculture, c'est la méthode qui est utilisée à Kaolack pour faire effectivement cette exploitation du sel. Nous avons également compris au départ dans la session de référence qu'il n'y avait aucune relation identitaire entre ces acteurs et les institutions. Donc, il fallait travailler pour mobiliser la Chambre des métiers, il fallait mobiliser les institutions de financement, il fallait mobiliser les partenaires techniques au financement et avoir une démarche constitutionnelle qui nous permettra d'aller vers un sociogramme de la filière. C'est ce sociogramme de la filière qui nous a permis de déterminer à la fois les faiblesses et les forces. Et parmi les faiblesses, il y a tout ce qui existait déjà au niveau de la situation de départ. Nous avons également réussi à organiser ce secteur en une coopérative reconnue avec l'ensemble des GIE qui se retrouvent, mais également des producteurs individuels. Et les paludiers également ont eu cet engagement, cette motivation de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires des institutions. Et tout cela s'est organisé au niveau du centre de coaching territorial de Kaolack, où l'ensemble des acteurs étaient présents. Donc, avec la détermination de ce qu'on appelle le sociogramme de la filière, les différents acteurs sont engagés, chacun suivant ses compétences, pour apporter donc un soutien réel permettant la redynamisation de la coopérative, mais également permettant de résoudre les faiblesses qui se trouvent au niveau du secteur. La première faiblesse était un problème d'organisation. Nous avons trouvé solution à ce problème. La deuxième faiblesse était l'intéressement des différentes institutions et organisations à ce secteur. Là également, nous avons réussi à mobiliser la Chambre des métiers, les institutions de finances, les différents partenaires techniques qui tous ont accepté d'apporter donc le soutien. L'aspect le plus important était la motivation, faire en sorte que ceux qui travaillent puissent croire qu'ils peuvent aller de loin, que cela ne soit pas une simple activité de survie, parce qu'ils n'ont pas de choix, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, mais en s'organisant, ils peuvent aller très loin. C'est dans ce cadre-là que lorsque le sociogramme a été mis en place, lorsque le plan d'action a été également étudié et validé par tout le monde, lorsque nous sommes arrivés à un mémorandum où les comités territoriales ont été mobilisés, parce qu'ils travaillaient sur 10 communes du département de Kaolack, et aucun des opérateurs artisanaux n'avait de relation avec la collectivité territoriale, soit de la mairie, n'avait aucune relation avec les chambres consulaires. Donc cela a permis plusieurs résultats, dont l'engagement des communes à faire des espaces d'aménagement et de stockage de la production du sel. Parce que quand ils produisaient le sel, pendant la saison hivernale, ils étaient obligés d'aller au congé, parce qu'ils n'avaient aucune possibilité pour eux de continuer le travail, ce qui accentue davantage la pauvreté. Le deuxième aspect, les partenaires techniques et financiers ont considéré qu'il y a un intérêt particulier là, qui peut être réglé, et sont engagés à construire des hangars de stockage du produit. Pendant la saison des pluies, ces jeunes artisans exposaient le produit d'or. Et souvent, c'est le premier camion qui va au Mali ou au Burkina qui passe, qui les prenait sans remettre de l'argent, qui allait vendre et au retour, il venait remettre donc l'argent où il peut ne pas revenir. Donc ça constitue même un danger de remettre sa production. Il n'y avait pas de standardisation, c'est-à-dire chacun produisait et mettait dans son emballage. Là également, avec le MAC que nous avons réussi à les aider à avoir un emballage de 25 kg standardisé, avec une iodation contrôlée, avec l'appui de la cellule de malnutrition, et cela nous a permis d'avoir partout sur le territoire les mêmes productions, les mêmes conditionnements, mais également le même emballage. Et le troisième aspect le plus important, c'est que nous avons réussi à mobiliser une institution extrêmement importante qu'on appelle la DER, qui a apporté des financements de 400 millions de francs CFA. Donc ces artisans qui travaillaient avec des charrettes ont réussi à acheter maintenant des camions. Et ils ont eu la confiance de grands acteurs comme Patisen qui fait de la bouillon. Patisen commande 24 000 tonnes par an
au niveau de ces coopératives. Ce qui fait que maintenant, ils n'ont plus de production qui va rester. Ils commencent à se faire connaître, on commence à leur faire confiance, ils commencent à écouler leurs produits en respectant toutes les conditions d'hygiène, d'iodation et techniques exigées par les différents partenaires. Aujourd'hui, ces gens qui étaient jadis pauvres arrivent à faire plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Ils ont des commandes fermes de 24 000 tonnes par an, soit 2 000 tonnes par mois. Ils sont organisés en coopérative avec un label, une image qu'il faudra conserver. Ils ont consolidé 1900 producteurs de sel qui jadis ne se voyaient pas, ne parlaient pas ensemble, ne discutaient pas ensemble de leurs problèmes. Aujourd'hui, ils sont tous au niveau d'une même coopérative. Ils ont géré plus de 105 emplois qui travaillent au service de la coopérative, donc du collectif. Et aujourd'hui, le produit est vendu partout en Afrique, que cela soit au Sénégal, au Mali et jusqu'au Burkina. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous et pour le secteur du sel qui est arrivé à un moment donné à être intéressé par tout le monde. Le président de la République ici, dans ses visites au niveau économique au niveau de la région de Saloum, était obligé de s'arrêter pour parler avec les acteurs du sel qui ont posé leurs problèmes. C'est parce qu'on a réussi à le faire parler d'eux, on a réussi à résoudre des problèmes, bien entendu, que quand il est arrivé, il en a fait un après-midi entier au profit des acteurs du sel, dont les deux sociétés et l'artisanat, donc les producteurs artisanaux de sel qui n'ont jamais été considérés, qui n'ont jamais été respectés. Aujourd'hui, l'État, au plus haut niveau, apporte son soutien pour promouvoir ce secteur aussi névralgique, aussi important, qui s'installe sur 10 km, donc sur 10 communes du département de Kaolack. Et avec cette initiative, le Conseil départemental de Kaolack a été primé en 2018 comme premier prix d'excellence des études locales dans la transformation structurelle de l'économie locale à travers donc, le secteur sel, qui est jadis pauvre aujourd'hui, est devenu un secteur porteur de développement au niveau du département de Kaolack. Voilà un peu l'enseignement que nous avons tiré du marketing territorial, que nous avons accès à ce secteur, donc le secteur du sel artisanal. Voilà un peu l'expérience du département de Kaolack. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et bravo pour ce prix aussi. Donc la transition est toute faite parce qu'en fait, vous le disiez vous-même, vous avez été amené dans le cadre de coopération avec la région de l'oriental du Maroc à avoir des échanges fructueux et porteurs. Et je pense que l'interlocuteur privilégié de cette institution, M. Zerwali, peut échanger avec nous. Vous êtes avec nous, M. Zerwali ? Oui, je suis avec vous. Eh bien, écoutez, je vous passe la parole. Je disais que la transition était toute faite avec notre ami expert du Sénégal. Je vous écoute, nous vous écoutons tous, pour que vous puissiez nous raconter, en fait, en quoi la mission des régions, aujourd'hui, du fait de la loi, de par la loi, apparaît comme un acteur clé en tant que collectivité pour driver, je dirais, les autres collectivités, les emporter à développer une vision de développement du territoire au sens global. Vous m'excusez, j'ai essayé d'activer la caméra, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit problème technique. En tout cas, le son fonctionne. Maintenant. On vous entend très bien. On espère vous voir. Dès que possible. Est-ce que vous pouvez demander à nos amis de lancer la présentation? Ils vous écoutent. Je crois qu'ils sont le plus réactifs possible. Je profite pour saluer mes amis et surtout notre ami, cher ami, Monsieur le Président Babandaï, président du département de Kaolack. À tous nos amis de l'Oriental, et particulièrement au président Abenabi Biwi et à toute l'équipe. Je ne manquerai pas, mon ami, je ne manquerai pas. Merci. Alors, si je peux, un petit peu pour situer la présentation et notre apport l'apport de la région orientale à cet événement qui est franchement très important et qui discute en quelque sorte les différentes expériences en matière de marketing territorial.
Donc, je peux déjà dire que le marketing territorial a été discuté sur plusieurs approches, surtout l'approche produit ou l'approche sectorielle. Mais notre apport de la région orientale à cet événement, c'est apporter notre expérience en matière de marketing territorial, mais selon une approche territoriale. Donc, du moment qu'il n'y a pas assez de temps, je vais être un petit peu très rapide pour bien illustrer l'expérience de la région orientale qui, comme vous le savez, vous l'avez bien dit, Madame la modératrice, c'est que les régions, maintenant, ils sont invités de par la loi à contribuer, à participer et s'impliquer dans la démarche de mise en place d'une stratégie de marketing à leur territoire. Donc, le cadre juridique, vous pouvez passer, si vous le permettez, le cadre juridique. Donc, il illustre ça, on le trouve dans la loi 111-14. Je ne vais pas trop m'étaler parce qu'on peut garder juste une chose, c'est que la région, elle est appelée à améliorer l'attractivité de son territoire, de son espace territorial et renforcer sa compétitivité économique. Donc, pour ce faire, normalement, il faut chercher les bons ingrédients et il faut, à savoir, par exemple, d'après, vous avez cité les facteurs clés, donc je peux déjà citer, si on veut dire, le côté juridique, ça c'est une bonne chose qu'il faut mettre en place. De plus, il y a une volonté politique qui émane de la région orientale, qui inscrit le marketing en tant qu'un secteur dans ses préoccupations pour qu'il puisse booster en quelque sorte l'amélioration de l'attractivité de son territoire. Et en même temps, la région orientale, elle a inscrit le marketing dans son plan de développement régional qui a été voté par les élus. Donc, c'est une émanation des élus. Donc, c'est si on veut dire, c'est la volonté réelle des élus pour mettre en place une stratégie de marketing territorial. Je fais juste un petit rappel très brief sur le plan de développement régional de la région orientale qui s'appuie sur deux axes. Un axe qui est dédié uniquement à la création d'emplois pérennes et la mise à niveau du monde rural. Les deux piliers se présument, si on veut dire, c'est les orientations du Conseil de la région orientale précédent. Et je crois que ça va encore continuer avec l'actuel conseil régional, avec d'autres améliorations certainement, mais se présument les vrais piliers pour qu'on puisse un peu booster le développement de la région orientale. Ça, c'est la vision d'une instance élue politique et qui a donné, si on veut dire, qu'elle est traduite par la mise en place. Voilà, par la mise en place, ce PDR, il peut être traduit par la mise en place de quatre axes d'intervention, un axe économique, social, environnemental et transverse, et qui sont traduits, chaque axe, il est traduit par 7 chantiers, et chaque chantier, on peut trouver des programmes et des projets. L'ensemble des projets qu'on peut citer, si on veut dire sous forme de chiffres, c'est 72 projets qui sont inscrits dans le PDR de la région orientale, avec un montant global qui avoisine les 32 350 millions de dirhams. Donc, c'est quelque chose qui est énorme et si on veut dire, il y a de la motivation et on est ambitieux pour qu'on puisse au moins réussir, si on veut dire, ce challenge en matière de développement territoire de la région orientale. Donc, dans l'axe économique, on va trouver, si on veut dire, la vraie orientation de la région orientale en matière économique et qui se repose sur 4 orientations. Il y a l'orientation qui concerne à accompagner et soutenir les acteurs économiques, mettre en place un cadre d'investissement de financement attractif, mettre en œuvre une stratégie de marketing territorial coordonnée, cibler et dynamiser les secteurs économiques porteurs de la région. C'est les 4 orientations, je les fais exprès, je les ai introduites dans la présentation. C'est juste pour illustrer que le marketing territorial, il s'inscrit dans une orientation qui a été décidée par le Conseil de la région orientale dans son PDR. Cette orientation numéro 3, comment elle est traduite? Elle est traduite par le fait de chercher, si on veut dire, à travers tous les acteurs de la région orientale, à les fédérer autour d'une vision commune, autour d'un langage, autour d'une stratégie de marketing territorial qui invite tous les acteurs pour qu'on puisse se mettre d'accord et aller de l'avant selon une vision qui est commune. Cette décision, elle est manifestée, si on veut dire, par une convention qui a été signée
par la région orientale à travers les différents acteurs concernés au niveau de son territoire. Cette convention, elle illustre ou bien elle stipule avec les 4 ou 5 partenaires à la région orientale, c'est l'établissement d'une stratégie de marketing territorial et la promotion de l'attractivité de la région, création d'un réceptacle d'attractivité, élaboration d'une cartographie foncière de la région orientale, positionnement de la région orientale dans les métiers numériques, technologiques et informatiques. Et puis, sur l'axe qui est lié à l'établissement d'une stratégie de marketing territorial, on va trouver une panoplie d'activités. Parmi ces activités, la mise en place d'une marque territoriale qui se présume, si on veut dire, le maillon fort pour asseoir une vraie stratégie du marketing territorial pour qu'on puisse, si on veut dire, améliorer et renforcer l'attractivité du territoire de la région orientale. La marque territoriale, elle a été inscrite dans le cadre de la coopération initiée par la région orientale avec ses partenaires européens et africains et en même temps, nous l'avons inscrit dans le cadre du fonds conjoint franco-marocain pour chercher des financements pour réaliser cette marque territoriale, tout en s'inspirant de notre partenaire français qui est le Grand Est, parce que déjà, le volet marketing, il dispose déjà d'une marque, la marque Alsace. Donc, on était très, très intéressés par leur démarche et leur expérience pour qu'on puisse tirer profit et arriver à mettre en place une marque, au moins connaître la démarche. Parce que dans la mise en place de la marque territoriale, le plus difficile, c'est la démarche. La démarche que nous avons adoptée, elle repose toujours sur ce que vous avez toujours soulevé, c'est quels sont les facteurs clés. La première, c'est que la marque territoriale, elle sera réalisée, donc je ne vais pas citer ce qui existe déjà dans le slide, c'est des informations concernant la marque territoriale en tant que projet, mais l'idée maîtresse, c'est que premièrement, on n'est pas sélectif, c'est les partenaires internationaux et nationaux et régionaux de la région orientale ont été sollicités pour qu'on puisse discuter ensemble sur comment on va procéder pour mettre en place la marque territoriale. Et en même temps, nous avons demandé quel est leur avis sur ce projet de mise en place de la marque territoriale. Donc, tout le monde a convenu et il convient que la marque territoriale est une bonne chose pour réussir la question qui est liée à la stratégie de marketing. Donc, 3 actions qui ont été, si on veut dire, définies pour qu'on puisse réussir cette marque territoriale, à savoir l'action 1, la mobilisation des acteurs locaux autour d'un diagnostic de l'identité territoriale et de l'attractivité de l'oriental. Ça, c'est une action très importante qui va en quelque sorte essayer de capitaliser et d'analyser la réalité du marketing au niveau de la région orientale pour qu'on puisse booster les discussions, les concertations, surtout des concertations élargies. Le deuxième point, ça va servir en quelque sorte après avoir validé le diagnostic, c'est on va se mettre d'accord pour définir ensemble, selon une approche intégrée et participative, de l'offre territoriale de la région orientale. Et ici, je marque un point qui est très important, c'est que dans un cadre participatif, c'est-à-dire nous avons la présence et la participation et la concertation avec les différentes catégories d'acteurs concernés par le développement territorial, à savoir les instances ou les autorités élues, c'est-à-dire les collectivités territoriales de la région, qui sont plus de 124 collectivités territoriales, plus l'autorité territoriale, c'est les wilayas, les provinces et ainsi de suite. Il y a aussi les services déconcentrés de l'État et la société civile, et il ne faut pas oublier le secteur privé. Donc, tous ces acteurs vont être autour d'une définition de l'offre territoriale, et puis l'action 3 qui va en quelque sorte décliner à partir de la définition de l'offre territoriale, la marque territoriale et les supports de communication qu'il faut mettre en place. Chaque action, elle est, si on veut dire, elle se décline sous forme de plusieurs sous-actions. Donc, je ne vais pas les citer, c'est la démarche, ce sont des sous-actions plutôt, qui sont définies pour qu'on puisse réussir ce projet important. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque action permettra de dégager et d'analyser les traits d'identité, d'attractivité du territoire de la région orientale et de définir et concevoir sur ce fondement l'offre territoriale de la région. Bien sûr, avec l'idée de lancer son implantation parmi les acteurs du territoire.
Et puis, la démarche, comme vous l'avez déjà vu, la démarche de travail, donc elle repose sur 4 ou 5 idées. Vous avez cité déjà la gouvernance parmi les interventions précédentes, donc la gouvernance, elle est très importante. Une concertation élargie, une implication de tous les acteurs liés au territoire et bien sûr, un petit peu faire le travail du diagnostic pour déployer, si on veut dire, les outils de promotion, plutôt pour définir la marque et ensuite le déploiement d'outils à travers la communication et la promotion, les outils de communication, des outils de promotion de la marque plutôt. Donc, je peux dire, résumer d'une manière très succincte sur la marque territoriale, c'est que c'est une phase très importante dans la stratégie de marketing du territoire. Elle va permettre en quelque sorte de piloter la transformation accélérée du territoire. Donc, on peut la suivre. En même temps, elle vise principalement également à accroître l'attractivité, la notoriété et l'hospitalité de la région orientale tout en évitant la dispersion des efforts de promotion du territoire. Et en même temps, cette image qui sera beaucoup plus, si elle est positive, elle va permettre en véhicule de véhiculer à travers la concordance des messages dispensés par les promoteurs du territoire en dynamisant les flux d'affaires dans les secteurs à fort potentiel ayant pour but la création de plus de richesses et de plus d'emplois. De plus, une chose qui est aussi pertinente, c'est qu'une meilleure appropriation qui va se faire parce que nous avons défini la gouvernance, la région c'est elle qui pilote le projet et aussi elle est fortement impliquée dans la stratégie de marketing. L'appropriation de cette nouvelle image positive encouragera les citoyens de l'oriental à s'y attacher plus, à y rester, voire y créer de la richesse. Des retombées économiques sont escomptées par l'installation de nouvelles entreprises et d'acteurs économiques. Donc, tout simplement pour faire un petit peu le relais, donc nous avons assisté à des approches produits et sectorielles et pour la région de l'Oriental, nous avons voulu présenter une approche territoriale qui est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions et merci. Merci à vous pour cette très riche présentation. Monsieur Zerwali, merci infiniment. On va se connecter. C'est moi qui vous remercie, madame. On va se connecter au dernier intervenant, Mr. Maklele. Hello. Good afternoon. Yes, I'm ready. So, regarding the current context, what have you identified as being the main challenges in managing your country branding today? Would you share that with us? Do you hear me? I couldn't hear. The audio is not clear. Do you hear me? If you could... C'est vraiment les aléas du direct. On aura tout eu sur cet atelier. Do you hear me, sir? Is that okay? Hello? Mr. Malele? Yes, I can hear you. I didn't. If you could please repeat, I didn't hear your previous comment. I was just asking you, regarding the current context, what have you identified as being the main challenges in managing your country branding today? I lost a little bit of the audio there, but I may then proceed. May I project some slides and then go into the discussion? Yes, let's do so. Thank you. It works. Thank you. Perfect. All right, thank you. Yes, so thank you very much for the opportunity to join you at this symposium. We really appreciate your invitation. I'm representing Brand South Africa, which is the official marketing and reputation management agency for South Africa. And
And I won't spend too much time here. I know that our time is quite limited, but first of all, just to give you a little bit of background, I'm South Africa now for approximately 7 years. Before that, I was working for our national airline, South African Airways, also in the marketing department. And before that, I've worked for some of these brands that you can see on the screen, various products, and including Kellogg's South Africa supply. Talking about nation branding, I'd just like to start off by talking a little bit about Brand South Africa and our role. So we have been doing this work for approximately 2 years now. We are a government agency that reports into the presidency country, and our role is really to position South Africa as a competitive destination, allow us to attract individuals, as well as trade, skills, tourism, and so on. And an important factor to consider as we do our work is that all of the communication that we deploy has to be in facts that we can prove and that our key audiences can be able to experience and verify themselves. And this is how then we're able to build an authentic and reliable brand. We also work closely with a number of stakeholders, and I'll come back to this point about working with the relevant stakeholders and manage your place brand in a way that can assist you to achieve success. If I can just summarize then our key focus, our mandate as a reputation management and marketing agency for the country, it really is about positioning the country for global competitiveness, as well as inspiring and instilling active citizenship and getting South Africans involved in the creation and the building of the brand, so that we are able to have a brand that is strong at its foundation before we are even able to take it to the rest of the world. So it helps with that authenticity and ensuring that lived experience is matched to what we are communicating to our key audiences. I will not spend too much time on some of these slides. I'll just move on to the main points of my discussion and the position that we are taking on the future of place branding. Here we are, is just a high-level look at some of our programs. For us to do our work and to build our country brand, we have developed various domestic as well as international programs that help us to achieve our objectives, targeting various groups and carrying very different messaging. So from a domestic perspective, we have a number of programs that help us engage with ordinary South Africans so that they can play a part, to play an active role in building the brand through their own resources and their own spaces and their own communities, in alignment with the overall nation brand image. We also reach out to stakeholders, and we have various programs that we implement with local stakeholders within government, business, as well as civil society groupings, in order for us to be coordinated. In order for us to coordinate in the work that we are doing. And then from an international perspective, we also have identified several major platforms that we target in order for us to reach the audiences in the places where they are paying attention and where they really learn about the core of the South African country brand and what we have to offer to potential investors as well. I'm sorry, Mr. Malele, we don't hear you. We don't hear you. Particularly international media, in that they play an important role in telling the story and driving the narrative about South Africa. And so it's important for us to have that working relationship with them and to be able to offer the content that they require, and also to coordinate some of the engagements that they may need to have with their stakeholders, either within government or business, in order for them to be able to do their work. And we've found that that is an important element to make sure that there's alignment from that perspective, and there's accessibility to the information and to the stakeholders that assists the media stakeholders stories
Then just very quickly looking back at the past 20 years of nation branding in South Africa, really managed to leverage on a number of key pillars to build up a nation brand. And some of the work that we do is really aligned to the work of Dr. Simon Anholt and the GFK Roper Agency, where we look at the key pillars, the main pillars that contribute towards the overall reputation and perception that people have of a country. And some of these would include, for example, sport, and governance, immigration, tourism, export, and so on. So we build up some of our content and messaging directed to our audiences based on some of the key strengths that we possess as a country and as a brand. But as you can all imagine, we have had to experience some difficulties along the way as a place brand manager would in the life. For example, as will happen in every country around the world, we have the political developments that take place, some positive, some disruptive. We have social issues that may arise coming out of the domestic environment or citizens issues that they want to ventilate. We also have the economic turbulence that we sometimes experience, not only as a country, but globally. I'm sorry, Mr. Malele, do you hear me? Other countries. Hello? Of course, we had the COVID-19 so frustrating situation that really impacted the entire world, and equally South Africa was impacted. And this is an important element that we have experienced, in that the response in the management of the COVID-19 pandemic by countries and by places, by place brands, has played an important role in shaping the perceptions and showing the capability of that place or to manage a crisis and to be able to show that all of the citizens and all the stakeholders, as well as investors and business people, are able then to be assisted in order for them to continue to succeed. Now, reflecting on the topic that I thought it would be important for us to just maybe pause and look at exactly what we're trying to achieve as place brand managers, not only here in South Africa, but other place brand managers. We are all trying to attract a share of the world's tourists. We are trying to attract a share of investment in order for us to come to our places, countries, and ultimately contribute to the success of our places and our countries, which then improves the quality of life of citizens. And as we've experienced, there's more and more competition for the attention of audiences. So audiences becomes more and more challenging, and we really have to be innovative and to be very targeted in order to make sure that we're able to capture that attention of the audiences and tell them what they need to learn about our particular needs. Moreover, there is increased competition for limited resources compared versus other national priorities. So many place brand management entities would be reliant on either their city or their country or their national governments to support them and to fund them. There is naturally a lot of competition in that those places and those countries have to allocate those resources to other priorities that need to be addressed within the place. And so this is something that we will continue to take place in the future. And so we have to find a way as place brand managers to navigate around that and to find a way of achieving success despite those challenges. Then at the same time, there's increasing pressure to contribute of our places, and that's demonstrating value to our principles. So precisely how we as place brand managers are contributing to the success of the city or of the region or the country. What we are trying to achieve is that we're trying to build equity around our nations and places, because those strong brands then play an important role in influencing the decisions of investors, influencing the decisions of tourists,
so in our favor. And that is how then we assist our places to then attract the business, tourism and the investment that we need. It's useful to have a very strong nation brand equity when there are times of crisis, because that place brand then becomes a shield of harmony that protects our respective places in order for us to be able to recover and to be able then to appeal to our audiences once the crisis has been. Now, doing this also means that we are trying to shape and control our own narrative. And controlling our own narrative means that we're able to influence the way audiences see us, what they expect from us, and opportunity for our own places, which then again contributes to our success as countries, cities, and regions. We have learned quite a lot in this journey, and lessons that we need to take forward in order for place brand management to be successful. And some of this includes a very level of control over brands. Now, this is a peculiar aspect of place branding in that when one looks at commercial brands, the owners of those brands typically have a lot more control over how those brands are represented, where they're distributed, and who speaks about the brand, say about the brand when they speak to audience. In the place branding context, there is much more limited control in that every single one of our citizens and stakeholders have a strong role to play, in a positive way or a negative way, how our place brand reputation is. This is one of the challenges going forward that will remain relevant to make sure that we find a way of aligning our efforts and our objectives with all of the key drivers and the contributors to the place brand reputation, and making sure that all of those stakeholders are aligned and we are all contributing in a positive way that benefits us all. There's also a need for us to adapt to a dynamic environment as we've done a year and a half with COVID-19, which also necessitated the next point around digital evolution, fast-tracking the developments that have taken place in this space, meaning that as place brand managers, we've had to quickly adapt and to catch up with the developments in this space so that we could still be able to reach our audiences in the right way, in the right place, whilst at the same time making sure that we remain relevant to them. And the last point here on this slide is that we need to remember that which we claim to be to our audiences when times are good, when everything is going well, we have to remember that when we are in crisis, we need to demonstrate precisely that which we think we are, even in the bad times. And that is really what is going to show us. Well, thank you so much. I'm so sorry. And strong brands that our audiences will consider. I'll move very quickly through the next section, this last slide, just looking at the future. Okay. And what I believe then will increase our likelihood for success as place brand managers when we look into the future. The first point is that the value proposition is very, very important. It is critical. Any place needs to have a well-defined, intrinsically authentic proposition that really is seen to be relevant and attractive to the needs of the target audience. Another important point is that place brand and its strategy must be aligned to the overall goals and scope of the country, of the place. I'm terribly sorry. We have to make it short. Entity, which effectively is the marketing department of the place or the country, Malele, to be able then to contribute towards the overall success of that particular place. Honesty and transparency, again, very important. There will be crises along the way. There will be some. Thank you so much. Thank you so much. In the life of the brand. And so it's important. Do you hear me? Non, je crois qu'il ne m'entend pas.
Hello? Ouais. Do you hear me? Merci beaucoup pour votre présentation. Thank you very much. So we're going to start with a few questions. Quelques questions que vous auriez éventuellement à nous poser. Alors, on a été un peu long sur le temps, mais il est encore temps. On peut prendre quelques minutes. J'ai quelques questions sur les réseaux qui sont tombés sur la plateforme. Donc, je vous interroge, vous qui êtes là ou qui nous écoutez, sur quelle base peut-on identifier les acteurs clés du territoire? Parce qu'effectivement, dans toutes vos présentations, vous avez longuement insisté sur... la dernière présentation parlait carrément de power of collaboration, donc la force de la collaboration et l'importance de fédérer les acteurs. Sur quelle base peut-on identifier ces acteurs pour pouvoir construire un projet d'attractivité et comment les fédérer? Une fois qu'on les a identifiés, comment est-ce qu'on va les chercher? Comment est-ce qu'on les rencontre? Concrètement, ça se passe comment? Merci. Je pense que voilà, votre micro bon. marche. Merci. Donc, merci Madame la modératrice. Nous avons dit également au départ que nous avons été avec des gens qui avaient une certaine référence désastreuse et catastrophique parce que c'est soit des producteurs en collectif, donc familial, ou bien c'est des producteurs individuels qui étaient sur 10 communes, qui n'avaient aucun rapport et qui n'avaient pas d'organisation commune ou faîtière. C'est la raison pour laquelle, par la démarche du centre du coaching territorial, nous nous sommes approchés à eux, nous avons échangé avec eux et nous avons mis une équipe de jeunes animateurs coachs qui partaient régulièrement leur trouver dans leur site de travail pour échanger avec eux. D'abord, au début, c'est des gens qui sont réticents parce que personne n'est jamais parti vers eux. Ce n'est pas la commune, ce n'est pas les acteurs, sinon que des commerçants qui passent, qui achètent de la production. Et ces commerçants-là arrivent à imposer le prix autant parce qu'il n'y avait pas une organisation faîtière. Donc, de ce fait, nous avions consolidé les GIE qui existaient et nous avons invité les individualités à participer à la coopérative. Donc, la coopérative régionale qui a été mise en place est composée à la fois de 14 GIE existants déjà, dont 3 avaient déjà été constitués légalement parce qu'il y a un papier. Les 11 autres n'avaient pas de papier, mais ils étaient déjà constitués en groupement. Donc, on les a aidés à régulariser leur situation. Et il y a maintenant de grands producteurs individuels ou familiales qui étaient dedans, qui ont été également pris en compte. Et on a créé en début 2018 la coopérative régionale des acteurs, donc des artisanaux d'Issel. C'est la première organisation. La deuxième organisation, c'est de leur faire comprendre qu'il est possible qu'ils aillent très loin, qu'il est possible qu'ils soient respectés, qu'ils prennent confiance en eux-mêmes. Et cela également a été une deuxième étape extrêmement importante que nous avons acquis auprès des gens-là. La troisième chose, c'est qu'ils se sentent concernés par ce qui se fait au niveau de leur commune, au niveau de leur département. Et ça nous permet d'avoir des relations institutionnelles fortes. Il y a des chambres consulaires, notamment la chambre des métiers et de l'artisanat, pour lesquelles ils doivent adhérer et défendre leurs droits à ce niveau-là. Il y a les communes à laquelle ils appartenaient, où ils avaient des droits, et ces communes-là, à un moment donné, ont pris l'engagement de faire des stocks d'aménagement, et qu'on dit qu'il y a des partenaires qui sont là, et ces partenaires sont là pour tout le monde. C'est des partenaires techniques et financiers, ce sont des services techniques de l'État qui sont déconcentrés, c'est les collectivités territoriales, et chacun suivant sa mission de développement territorial a une responsabilité vis-à-vis de vous. Et quand ils l'ont compris, on a échangé jusqu'à arriver au sociogramme, et à partir du sociogramme dont les faiblesses sont dégagées, chaque structure s'est engagée déjà à résoudre un point des faiblesses. Et c'est la résolution de l'ensemble des problèmes qui a permis à cette structure-là non seulement d'être attractif, mais d'avoir un seul label, vendre avec le même prix, avec le même conditionnement. Il n'y a plus de sacs de 10 kg ou de 25 kg. Tous les sacs sont harmonisés 25 kg. C'est le même sachet, le même emballage qui est utilisé. C'est le même prix qui est vendu. Il y a une centrale d'achat. On peut aller acheter dans la commune X ou Y, mais on achète dans la centrale d'achat où il y a un seul prix qui est imposé. Et les producteurs de différentes communes viennent poser effectivement leur production. Et quand il y a une commande importante, à tout de rôle, chacun puisse s'y retrouver. Donc cette organisation les a permis non seulement d'avoir confiance en eux-mêmes, de s'organiser, d'avoir la confiance des différentes institutions, que ce soit les institutions d'encadrement, de formation, de capacitation, de financement. Et aujourd'hui, c'est une structure qui est devenue attractive. Et on dit que le sel est devenu aujourd'hui l'ordre de Kaolack, parce que ces structures jadis désorganisées, parce qu'il y a deux grandes puissances. Les deux grandes sociétés, c'est de grandes multinationales qui font 400 000 tonnes par an. Donc aujourd'hui, c'est des artisanaux
ont été organisées et deviennent une force économique extrêmement importante au profit du territoire. Je vous remercie. Je retiens de votre présentation en fait 3 mots-clés. Être considéré, se sentir concerné et avoir confiance. Damien, au travers de l'expérience que tu as pu conduire, tu disais, j'ai retenu, rien ne sert d'aller loin, chercher au bout du monde des clients, quand finalement on a déjà un travail à faire pour développer de manière endogène la qualité de notre offre. C'est bien ça? Et comment vous vous appliquez à le faire du coup? On est revenu en fait dans le tourisme et l'attractivité touristique, en tout cas pour ce qui me concerne dans les régions des Alpes françaises, on est revenu sur le fait de pouvoir concilier l'activité économique et le fait d'aller chercher des clients très loin. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à considérer les enjeux écologiques, les enjeux du climat, le tourisme bienveillant, comme parlait Lionel ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir cette liberté de dire j'ai besoin de faire marcher ma destination, donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je vais aller chercher des clients où qu'ils soient. Ça, c'était une démarche qu'on avait il y a quelques temps et qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Ce n'est plus possible de ne pas prendre en compte le contexte, même sans parler de la crise sanitaire, juste en parlant simplement, et c'est déjà le terme simplement, de problèmes climatiques, on est obligé d'aller chercher des clients locaux, d'aller chercher dans un cercle, on parlait d'un cercle de locavorisme pour la consommation de nourriture, on va parler de locatourisme maintenant, c'est-à-dire d'aller chercher dans un cercle, on avait défini un cercle autour de 116 km, 125 km qui avait été fait par rapport à un circuit court pour la gastronomie ou pour aller chercher la nourriture. Et on peut faire pareil pour la clientèle touristique, déjà, recommencer à approvisionner nos destinations en clients, en reprenant la clientèle locale et en manifestant aussi un intérêt plus grand sur le résidentiel, ce qui rejoint le point qu'on a fait tout à l'heure. Merci, je crois que nous arrivons au terme de cet atelier. Tout à fait, je vous remercie Merci à tous infiniment. pour votre expertise, pour ce partage d'expérience. On a fait à travers vous le tour du monde. On a fait le Sénégal, on a fait la Suisse, la France, l'Afrique du Sud, on a fait le Maroc. Merci à vous tous. Je pense qu'aujourd'hui, je vous demande justement de bien vouloir applaudir les 3 intervenants. Et s'il vous plaît, madame, restez avec nous pour la photo de famille. Malheureusement, on aurait bien voulu avoir les autres intervenants, mais malheureusement, ils sont en distanciel. Merci à vous 3. Et justement, je pense que vous avez compris le cheminement de notre événement. Au départ, on se posait tous la question, néophyte qui parle, c'est quoi le marketing territorial? On a appris comment le faire et comment le bien faire. Également, on a pu apprivoiser et connaître quels sont les facteurs de réussite. Et tout à l'heure, nous allons tous brainstormer, réfléchir ensemble et concevoir justement ces pistes de création d'un modèle de marketing territorial adapté et réinventé pour l'Afrique. Nous allons observer 5 minutes d'arrêt, c'est 5 toutes petites minutes d'arrêt, et nous allons reprendre donc notre think tank sur la thématique « Quel marketing territorial a inventé pour les territoires africains ?» Vous êtes tous invités justement à participer de votre position, à proposer des pistes de réflexion justement pour construire ensemble ce modèle de marketing territorial qui sera adapté à nos contrées et à nos réalités. Merci à vous, 5 minutes d'arrêt et on reprend tout de suite.